Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue. Merci d'être présent à ce webinaire Une heure pour comprendre et agir de la RBE. Un webinaire dédié aujourd'hui à la présentation du nouvel état de la nature en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation. Je suis Corinne Dragon et j'ai en charge l'Observatoire régional de la biodiversité à la RBE. Avant de commencer, quelques consignes. Comme vous avez pu le constater, vos caméras et vos micros sont coupés. Néanmoins, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On aura un temps voilà, de questions-réponses à l'issue de la présentation. Et c'est ma collègue voilà, Pauline Jean qui va gérer cette partie-là à mes côtés. Je vous précise également que ce webinaire, il est enregistré et que le replay ainsi que la présentation seront disponibles prochainement sur notre site internet. Je vous représente brièvement aussi qui sommes-nous. Alors, l'ARBE, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, c'est un établissement public de coopération environnementale. Nous sommes à la fois un outil de coopération entre différents partenaires et un opérateur pour mobiliser et mettre en œuvre des actions. Et notre mission principale, elle est de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la préservation de la biodiversité et la transition écologique. On me signale un fort écho, je vais essayer de régler le problème. Ah, il y a Euh, beaucoup d'échos a priori. donc, Ouais, ok. On va essayer de régler ça. Donc, si on peut couper à côté le micro. Et si quelqu'un peut me signaler si ça va mieux. Non, a priori, non. Pas d'écho, pas d'écho. Là, c'est pire. Ah, d'accord. Pas d'écho. Bon, je vais partir du principe que ça a l'air d'être bon. Pas de problème de son. Alors, c'est assez hétérogène. OK. Bon, je vois pas d'écho. Donc, désolé pour ce contretemps. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du cycle de webinaires proposé par la RBE. L'objectif, de ces webinaires, c'est de toucher un public large en proposant un temps court, 1 heure, régulier sur des sujets ciblés. Donc, si vous voulez connaître d'ailleurs l'ensemble de nos événements, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Et sachez que notre prochain webinaire traitera de la limitation des déchets plastiques dans la gestion des espaces verts des communes. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il a trait à la présentation du nouvel état de la nature en région. Je vais vous fournir un certain nombre d'informations chiffrées sur l'état de la biodiversité en région, les pressions qui l'affectent et les réponses qui seront mises en œuvre. L'objectif, voilà, c'est de vous en informer, de vous alerter aussi sur les enjeux liés à la biodiversité en région, et puis que ça puisse aussi nourrir vos réflexions, vos actions et vos prises de décision. Je précise aussi que tous les éléments qu'on va voir ont été travaillés étroitement avec les copilotes de l'Observatoire, à savoir la région Sud, la direction interrégionale de l'OFB, l'Adréal Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que les partenaires du comité technique de l'Observatoire, qui réunit un panel d'acteurs et d'experts sur la biodiversité en région. Donc on va commencer par quelques éléments de contexte. On a de la chance en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un patrimoine naturel exceptionnel. Sur notre territoire, on rencontre une grande diversité d'habitats, depuis le littoral jusqu'au sommet des écrins, des habitats marins, des habitats terrestres et des habitats aquatiques. Associé à toute cette palette diversifiée d'habitats, on a un grand nombre d'espèces animales et végétales qui vivent sur notre territoire. On dit qu'on a une grande richesse. Regardez à l'écran les proportions par grand groupe biologique par rapport à la France métropolitaine. On a par exemple en région 85% des espèces d'oiseaux nicheurs ou encore 88% des espèces de chauves-souris. Parmi ces espèces, certaines sont communes, elles font partie de notre quotidien de Provençaux. Certaines peuvent être plus rares, d'autres sont protégées, d'autres sont menacées, d'autres peuvent être endémiques, subendémiques. C'est-à-dire que leur aire de répartition à l'échelle du globe va être extrêmement limitée à l'échelle de notre région ou à des territoires voisins. On est d'ailleurs identifié
par le Muséum national d'histoire naturelle comme la première région de France en nombre d'espèces présentes sur son territoire. Là, vous avez une répartition à l'échelle des départements. Voilà, ce patrimoine naturel exceptionnel, c'est notre trésor. Et ce trésor, il nous donne une responsabilité aussi régionale, collective, dans sa préservation et dans sa prise en compte. Parce qu'au milieu de tout ça, bah, il y a nous. On est plus de 5 200 000 habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025. C'est à peu près 8% de la France métropolitaine. Et on peut regarder déjà comment se répartit la population régionale. On voit très bien qu'elle est concentrée sur les départements littoraux. Les Bouches-du-Rhône, c'est 40% de la population régionale, 22% dans le Var, 22% dans les Alpes-Maritimes ou encore 10% dans le Vaucluse, le reste se répartissant sur les départements plus alpins. Voilà pour ces éléments de contexte. Ensuite, un deuxième élément, un constat, c'est que la biodiversité, vous le savez sans doute, elle est sous pression. Il y a différents résultats d'études qui en témoignent à différentes échelles. Là, vous avez trois exemples. En haut, c'est à l'échelle planétaire avec l'indice Planète Vivante qui mesure le déclin des effectifs des vertébrés suivis dans le monde. Ce même indice, calculé à l'échelle méditerranéenne, c'est en bas, par un acteur régional, d'ailleurs, la Tour du Vala, montre également un déclin des effectifs des populations de vertébrés suivies à l'échelle de la Méditerranée. Et puis, c'est au niveau national le déclin alarmant des espèces d'oiseaux communs. Le principal responsable de tout ça, c'est l'homme et ses activités qui vont exercer un certain nombre de pressions sur les espèces, sur les habitats et les écosystèmes. Il y a 5 grands types de pressions qui sont reconnus comme responsables du déclin de la biodiversité. C'est la destruction et la fragmentation des habitats, les pollutions, les invasions biologiques, la surexploitation des ressources naturelles et le changement climatique. Il faut savoir que toutes ces pressions, elles vont se superposer, agir en synergie et impacter d'autant plus les espèces et les habitats. Alors, on va regarder maintenant comment ces pressions, comment quatre de ces pressions se matérialisent à l'échelle régionale et comment elles évoluent quand on peut le montrer. On va commencer très simplement. On va partir de l'occupation du sol en région. En 2023, elle est la suivante, hein. On a une forte proportion de sols boisés à l'échelle régionale, d'un peu moins de 54%. Des sols artificialisés pour 9,25%. On est dans la moyenne métropolitaine. Des sols agricoles qui se déclinent en sols cultivés et surface toujours en herbe. Des sols naturels type garrigue, maquis pour 7%. Et enfin, un peu moins de 9% de sols nus naturels et zones humides et sous les eaux. On va regarder maintenant l'évolution de ces postes d'occupation du sol sur un temps long, en 40 ans, entre 82 et 2023. C'est majeur à l'écran. On voit en 40 ans une forte progression des sols artificialisés de plus 86,5%. Elle est bien supérieure, cette progression, à celle observée à l'échelle nationale qui est de l'ordre de 66%. Cette progression, elle s'est faite à la fois aux dépens des sols naturels, garrigues, maquis, moins 41%, et des sols agricoles, type sol cultivé et surface toujours en herbe. Ensuite, on a essayé de comparer l'évolution des sols artificialisés et l'évolution de la population régionale. Et ce qu'on a vu sur ce même pas de temps, c'est qu'en 40 ans, les sols artificialisés, ils ont progressé 2 fois plus vite que la population régionale. Donc la progression des sols artificialisés, elle n'est pas uniquement due à la progression de la population régionale. Elle est plutôt à mettre en lien avec la dispersion de notre habitat, la construction de maisons individuelles, l'essor des résidences secondaires. On est dans une région avec des territoires très touristiques. Et aussi, elle est liée au phénomène de décohabitation, c'est-à-dire à une baisse du nombre moyen de personnes par ménage qui va impliquer davantage de logements pour héberger au final le même nombre de personnes. On peut regarder un peu plus finement encore, à partir d'une autre source d'information, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans notre région. Là, on va utiliser les fichiers fonciers, le cadastre.
sur un autre pas de temps. Entre 2009 et début 2024, on a plus de 20 800 hectares qui ont été consommés dans notre région. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 29 700 terrains de football. C'est beaucoup, et on voit à l'écran comment se répartit cette consommation d'espace. On voit bien qu'elle est concentrée sur la partie la plus méditerranéenne hein, du territoire régional, et aussi qu'elle remonte le long de la vallée de la Durance, le long des vallées alpines, et qu'elle est un peu aussi diffuse plutôt dans l'arrière-pays. Ces surfaces consommées, elles sont en priorité pour l'habitat. Pour un peu moins de 63% d'entre elles, c'est pour l'habitat, de la maison individuelle, du logement collectif. Pour 25% pour nos activités, donc zone industrielle, zone commerciale, un peu moins de 3% pour des usages mixtes, habitat-activité, un peu moins de 6% pour des infrastructures de transport, et il y a toujours une petite part qui est inconnue, un peu moins de 4%, qui est difficile à détecter. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans notre région a la tendance à légèrement diminuer depuis quelques années. Mais on peut regarder ce qui se passe à l'échelle des territoires et on se rend compte qu'on a des niveaux et des dynamiques de consommation qui sont différentes. On voit par exemple, c'est la courbe en haut, que c'est le territoire des Bouches-du-Rhône hein, qui a la plus forte consommation d'espace à l'échelle régionale, avec une tendance qui est plutôt à la baisse. Inversement, le territoire du Var qui a une consommation d'espace aussi importante, mais avec une consommation qui semble en progression. Le poids important aussi de la consommation d'espace dans le Vaucluse, et puis les Hautes-Alpes, qui ont la plus faible consommation d'espace, mais qui semblent en progression depuis quelques années. Si on regarde la destination aussi des surfaces consommées pour ces territoires, on a aussi des spécificités qui ressortent. Donc à droite sur l'histogramme, vous avez les moyennes régionales. Et on se rend compte, par exemple, particulièrement que pour les territoires des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et du Var, on a une proportion d'espace consommé à destination de l'habitat qui est bien supérieure à celle observée à l'échelle régionale. Ce qu'on voit, c'est lié vraiment, ça c'est à mettre en lien avec la progression des résidences secondaires sur ces territoires et aussi avec une dynamique démographique positive sur le territoire du Var. Ce qu'on observe aussi, c'est sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, une proportion d'espace consommé à destination des activités et à destination inconnues qui sont aussi supérieures aux moyennes régionales. Et on a regardé un peu plus finement et on a utilisé des photos aériennes et on s'est rendu compte que dans les deux cas, la plupart de ces espaces étaient consommés pour du photovoltaïque au sol. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation des espaces dans notre région, ça reste vraiment un enjeu majeur pour pouvoir voilà, préserver les habitats et les espèces qui y vivent. Il faut bien comprendre que toutes les surfaces consommées chaque année, elles se cumulent année après année avec souvent une réversibilité d'usage hein, qui est difficile, voire impossible. Le dommage collatéral de la fragmentation des espaces naturels agricoles et forestiers, c'est leur fragmentation, leur morcellement en petits patchs. Fragmentation comme à l'écran par une route, ça peut être par une zone de bâti. Et là aussi, cette fragmentation, elle va être défavorable aux espèces. Elle va les perturber dans leur déplacement pour se nourrir, pour se reproduire. Elle va isoler et cloisonner les populations d'espèces entre elles. Et puis, elle peut perturber la réponse des espèces dans leur adaptation au changement climatique. Des espèces mobiles qui vont pouvoir se déplacer en altitude ou en latitude pour trouver des conditions qui soient plus favorables au déroulement de leur cycle de vie. Alors là, vous avez à l'écran un indicateur de fragmentation des espaces naturels terrestres. Donc c'est un indicateur généraliste. On ne prend pas en compte une espèce en particulier, mais qui permet de montrer
que globalement, on a les espaces naturels terrestres les moins morcelés dans la partie la plus alpine de notre territoire. C'est là aussi où on a une plus forte proportion d'espaces naturels et peut-être aussi moins d'éléments fragmentants, de routes par exemple. Par contre, sur tout le reste du territoire, la fragmentation de ces espaces, elle est beaucoup plus hétérogène. Elle est la plus importante sur certains secteurs du littoral, notamment le littoral maralpin, ou encore sur une bonne partie ouest du territoire régional. Nos cours d'eau aussi sont fragmentés par des obstacles transversaux à l'écoulement. Ça va être des seuils, exemple à l'écran, ou des barrages. On a un obstacle à l'écoulement tous les 2 kilomètres de cours d'eau en moyenne en région. À l'échelle nationale, c'est un obstacle à l'écoulement tous les 4,16 km de cours d'eau. Là aussi, ils vont perturber la circulation des organismes aquatiques et perturber aussi le bon déroulement du transport des sédiments. On a un peu plus de 1840 obstacles transversaux à l'écoulement référencés en région. La plupart d'entre eux sont des seuils en rivière. Et on le voit à l'écran, les tronçons de cours d'eau où finalement la densité d'obstacles à l'écoulement est la plus forte. C'est à peu près un peu plus de 15% du réseau hydrographique étudié, avec une densité de plus d'un obstacle tous les 1,5 km de cours d'eau. On le voit par exemple sur les affluents de l'étang de Berre ou certains cours d'eau et fleuves côtiers. Les cours d'eau, ils sont fragmentés aussi par la pollution lumineuse. Vous savez, ça va être cet éclairage nocturne qui va être à proximité des berges, des écluses ou des ponts, qui va aussi perturber les organismes aquatiques, mais aussi les espèces qui vont utiliser ces milieux. Par exemple, un tronçon de rivière ou un lac, ça peut être un territoire de chasse pour des espèces de chauves-souris. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment préserver restaurer les continuités écologiques terrestres et aquatiques pour permettre le déplacement des espèces et maintenir aussi la fonctionnalité des écosystèmes. Autre, voilà. Haute pression, maintenant les pollutions. On va les aborder au travers de l'état écologique des eaux douces. Le bilan en 2021 montre qu'on a 63% des cours d'eau régionaux qui sont bons ou en très bon état écologique. Si vous regardez la carte, on voit que ce sont plutôt les cours d'eau de la partie alpine du territoire régional hein, qui semblent en meilleur état. Sur le reste du territoire régional, voilà, l'état des cours d'eau semble un peu plus dégradé, particulièrement en secteur de plaine plaine de Vaucluse notamment, ou dans les secteurs plus densément peuplés. On le voit par exemple au niveau des affluents de l'étang de Berre. Il y a beaucoup de paramètres qui sont mesurés, qui sont suivis dans les cours d'eau, euh, et notamment toutes les pollutions, on va dire, et les molécules qui sont les plus toxiques, ce sont toutes celles qui sont issues de nos activités. La combustion de fioul, d'essence, par exemple. C'est vraiment la première cause de pollution de nos cours d'eau, avec des concentrations qui tendent à diminuer, mais qui restent quand même très importantes, particulièrement dans des secteurs densément peuplés ou industrialisés. Parmi les pesticides suivis, le glyphosate et son métabolite de dégradation restent le plus quantifié dans les cours d'eau. Et puis, on trouve aussi les polluants éternels. Vous savez, ce sont ces molécules qui sont difficilement dégradables et qui restent persistantes, avec les concentrations les plus élevées qui ont été observées dans les cours d'eau au pourtour des agglomérations de Marseille, de Toulon ou d'Aix-en-Provence. Et donc polluants qui sont issus hein, de rejets industriels ou domestiques. Tout ça, ça impacte les organismes aquatiques. Les impacts, ils sont multiples, avec notamment des problèmes de fertilité chez des espèces d'amphibiens ou de poissons. Euh, les pollutions plastiques, elles contaminent bien sûr l'ensemble des milieux, hein, marins, terrestres, mais aussi aquatiques. Ça a été bien mesuré sur certains cours d'eau en région, comme la Durance ou l'Uvonne. Vous connaissez sans doute l'opération Calanque Propre, hein, qui est menée chaque année pour récolter des déchets sur le littoral des Calanques. Ben, en 2024, sur 3 tonnes de déchets récoltés, ben, il y avait plus de 31% qui étaient constitués de déchets plastiques.
Donc il y a un enjeu vraiment à pouvoir limiter, réduire les polluants, les contaminants en provenance des agglomérations, des bassins versants, et d'autant plus dans un contexte de changement climatique où en fait la hausse des températures de l'eau et la diminution du débit des cours d'eau provoque une hausse de la concentration en polluants. On reste sur les pressions, on va parler de la pollution lumineuse. C'est aussi une source de fragmentation. Alors, c'est pas comme précédemment une fragmentation physique, hein, par une route, par exemple. Cette pollution lumineuse, elle est très impactante pour les espèces. C'est lié au phénomène d'attraction-répulsion exercé par l'éclairage nocturne. Voilà, il y a des études qui ont montré qu'il y avait environ 150 insectes qui étaient tués par lampadaire et par nuit d'été. Et puis, il y a énormément d'espèces qui ont besoin de la nuit pour vivre, hein. Il y a 28% des espèces de vertébrés et 64% des espèces d'invertébrés qui sont actifs exclusivement ou en partie la nuit. Alors, une bonne nouvelle, la pollution en cœur de nuit en région, elle a diminué. Elle est passée d'environ 32% en 2014 à un peu plus de 24% en 2023 de territoire fortement du territoire baisse donc du territoire fortement impacté par la pollution lumineuse. En conséquence, la part de territoire peu impacté par la pollution lumineuse a augmenté, hein. On est passé de 7 à 25% du territoire régional peu impacté par la pollution lumineuse encore de nuit. Vous voyez comment ça se matérialise entre ces deux états à l'échelle régionale, sachant que c'est voilà, c'est une classification en trois classes, hein. Voilà, on n'a pas mis de dégradé. On pourra certainement vous proposer ça d'ici la fin de l'année, avec aussi des éléments sur le début et la fin de nuit. On voit bien que la pollution lumineuse, elle est corrélée à la distribution de la population régionale. Le littoral, il est fortement impacté. On voit aussi que la partie alpine, du territoire régional, c'est elle qui bénéficie hein, de la meilleure qualité de ciel nocturne. Cette diminution de la pollution lumineuse en cœur de nuit, elle est à relier avec l'évolution de la réglementation hein, à ce sujet, à relier aussi avec la recherche de sobriété énergétique, hein. La facture d'électricité pour l'éclairage, c'est un poste de dépense très important pour les collectivités. Et puis, c'est lié à une meilleure prise en compte aussi de l'environnement nocturne. Donc, l'enjeu, il est d'éclairer mieux ou d'éclairer pas du tout pour pouvoir vraiment bénéficier de secteurs de quiétude lumineuse pour les espèces. On change de pression, on va parler des espèces exotiques envahissantes, animales et végétales. Alors, je rappelle brièvement ce que c'est. Ça va être une espèce qui va être introduite volontairement ou involontairement par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle et qui va menacer les habitats, les écosystèmes, les espèces indigènes, les espèces locales et qui va donc avoir des conséquences écologiques mais aussi économiques et sanitaires. Alors, depuis 2024, hein, on a une stratégie dédiée qui a été finalisée en région et qui permet de donner un cadre de référence commun pour agir sur ces espèces et pour mieux connaître ces espèces. On a 120 espèces animales envahissantes et potentiellement envahissantes qui sont présentes dans notre région en 2025. Attention, on ne parle que des espèces terrestres et aquatiques. On n'évoque pas les espèces marines. Ces espèces, elles sont classées par liste d'espèces, mammifères, oiseaux, poissons, et par catégorie, majeures, modérées, émergentes, par exemple pour les espèces envahissantes, en fonction de leur fréquence et de leur abondance en région. Quelques exemples, en haut, c'est l'écureuil de Pallas, voilà, qui est présent dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône. En dessous, c'est la moule quagga. En dessous, la fourmi électrique, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler. C'est l'exemple d'une espèce exotique envahissante émergente, c'est-à-dire qu'elle est peu fréquente en région, elle est localisée uniquement dans le Var, du côté de Lacroix-Valmer et de Toulon, mais par contre là où elle est présente vraiment en abondance.
C'est aussi l'exemple d'une espèce pour laquelle il y a une responsabilité régionale à agir, parce que cette espèce, elle n'est connue en France que dans notre région. Et enfin, un dernier exemple que vous connaissez aussi peut-être, c'est le crabe bleu. C'est une espèce qui est très vorace et qui impacte aussi la pêche artisanale. Alors, comment ces espèces, elles se répartissent, elles se concentrent à l'échelle du territoire régional? Alors, attention, toutes les espèces ne sont pas présentes, hein. On a pris uniquement les espèces les mieux connues, dont la répartition était la plus homogène, la mieux connue. Donc, les espèces qui font partie des listes qui apparaissent à l'écran, un mammifère, oiseaux, etc. Donc on voit bien que c'est la partie, les départements littoraux, on va dire la partie la plus méditerranéenne du territoire régional, qui est la plus exposée à ces espèces envahissantes. Voilà, particulièrement voilà, des secteurs du littoral, le littoral maralpin, une bonne partie des Bouches-du-Rhône, le pourtour de l'étang de Berre, le Rhône, la basse et moyenne vallée de la Durance, la Siane également. Donc globalement, là, on est sur des secteurs avec des milieux urbanisés ou modifiés, des secteurs aussi qui vont concentrer des voies de communication et d'échanges commerciaux qui vont être propices à l'introduction et à l'installation de ces espèces. Et puis, on voit aussi les voies les axes de communication, les cours d'eau au milieu naturellement perturbé par les crues, qui constituent aussi des axes de dispersion de ces espèces. On le voit bien là le long de la vallée de la Durance. Sur les espèces végétales exotiques envahissantes, il y a une stratégie dédiée qui existe depuis quelques années, qui a été formalisée par les conservatoires botaniques nationaux alpins et méditerranéens avec un plan d'action qui a été actualisé l'année dernière. On a 143 végétaux exotiques envahissants et 118 potentiellement envahissants qui sont présents dans notre région en 2025. Donc par taxon, on entend espèces, sous-espèces, hybrides. Et là, de la même façon, hein, ces taxons, ils sont classés en catégories. Là, vous avez l'exemple des catégories envahissantes. On a voilà, 27% des taxons envahissants qui sont en catégorie majeure. Exemple à droite de la grippe de sorcière, qui est une menace forte en fait sur le littoral pour des espèces patrimoniales rares, menacées. À côté, c'est la berce du Caucase. Et à droite, en haut, l'herbe de la pampa, vous la connaissez sans doute, et aussi l'herbe à alligator, qui va être plus présente sur les cours d'eau. Comment se concentre aussi la diversité de ces espèces? Eh bien, un peu comme les espèces animales envahissantes, hein, on voit que c'est voilà, la partie, le littoral, les départements littoraux qui sont les plus touchés. On voit bien que ça remonte aussi le long de la vallée de la Durance. Et globalement, c'est la partie alpine hein, qui reste la moins exposée, la plus préservée. Finalement, là où il y a le moins de population et puis peut-être le moins d'échanges commerciaux. Une dernière pression, c'est le changement climatique. Ça va être une contrainte supplémentaire pour les espèces, pour les habitats. Les suivis météorologiques qui montrent une tendance très nette au réchauffement des températures moyennes régionales de plus 2,3 degrés depuis les années 60, avec une accélération du rythme de réchauffement à partir des années 80. C'est aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies extrêmes. La fréquence, ça veut dire qu'il n'y en a plus. L'intensité, ça veut dire que c'est des quantités, des volumes d'eau à chaque épisode qui vont être euh, impressionnants. C'est aussi une tendance à l'augmentation des sécheresses estivales. Donc les températures augmentent, les cumuls de précipitations diminuent. Ça impacte déjà les espèces et les habitats, qu'on soit sur terre ou en mer. Ça se voit bien en mer. On va retrouver sur notre littoral des espèces, par exemple, de poissons du sud de la Méditerranée, bah, qui vont profiter du réchauffement des eaux marines pour élargir leur aire de distribution. C'est aussi des écosystèmes marins en surchauffe.
La canicule en 2022, elle a provoqué une canicule marine particulièrement intense et longue. Ça a été bien analysé, bien documenté du côté du littoral du parc national des Calanques. Il a fait plus de 25 degrés pendant 32 journées consécutives à 5 mètres de profondeur. Ça a provoqué vraiment des épisodes de mortalité massive chez des organismes marins comme les gorgones rouges. Et puis, c'est une menace aussi, enfin, quel avenir pour nos espèces alpines, nos espèces qui aiment le froid, le lièvre variable, le lagopède alpin, où il y a des projections qui montrent une probable contraction de l'aire air de répartition vers les plus hautes altitudes, impact aussi sur des habitats emblématiques de la haute altitude, comme les pelouses nivales de Combaneige, qui voient leur communauté végétale se modifier. Et puis, impact aussi du réchauffement climatique sur l'assèchement estival des cours d'eau en région. Le changement climatique, il va accentuer encore les variations du niveau d'eau dans nos rivières. En 2022, les ASEC représentaient près de 29% des observations régionales sur les petits cours d'eau. À l'échelle nationale, c'est à peu près 21%. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur l'état de la biodiversité dans notre région? Bah déjà, il y a pas d'indicateur unique qui permet de suivre tous les changements. Cet état, on peut l'appréhender néanmoins au travers de différents éléments, différentes informations, et notamment au travers des listes rouges régionales des espèces menacées de disparition. Alors, une liste rouge, c'est quoi? C'est un outil avec une démarche scientifique, méthodologique, qui permet de définir le risque de disparition d'une espèce et de hiérarchiser les espèces entre elles en fonction de leur risque de disparition. On a donc cette liste rouge régionale en région et vous voyez voilà le bilan de ces sept listes rouges. Donc au milieu de chaque cercle en rouge, vous avez le nombre d'espèces menacées par liste. Donc, par exemple, 6 espèces d'amphibiens menacées de disparition en région, 3 espèces de reptiles, 82 espèces d'oiseaux nicheurs, etc. C'est intéressant de voir quand on réévalue ces listes comment ça bouge. Et ça a été le cas récemment avec la liste rouge des papillons de jour qui a été évaluée. Et il y a un signal fort qui s'est dégagé puisque l'état de conservation des papillons dans notre région s'est dégradé. On est passé de 15 espèces de papillons menacés de disparition en région à 24 espèces en 2024. Ça avait été déjà le cas il y a quelques années avec la réévaluation de la liste rouge des oiseaux nicheurs où la part d'oiseaux menacés de disparition avait progressé. Donc ça, c'est un signal. Ça nous renseigne, voilà, que les pressions qu'on a évoquées précédemment, elles sont bien, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes, comme la disparition des milieux, la dégradation de la qualité des milieux, par exemple. Voilà, quatre exemples d'espèces qui sont inscrites sur les listes rouges. La tortue d'Hermann, voilà, l'unique tortue terrestre de France métropolitaine. L'aigle de Bonny, le criquet de Crau, c'est une espèce endémique qu'on va trouver uniquement dans la plaine de la Crau, dans les Bouches-du-Rhône, ou encore l'astragale de Marseille, qu'on va trouver sur le littoral rocheux entre Marseille et Toulon. On peut regarder aussi ce qui se passe pour certains groupes taxonomiques, notamment sur les oiseaux communs. Les oiseaux communs, ils sont bien suivis au travers d'un programme qui s'appelle le suivi temporel des oiseaux communs. Et le bilan de 20 années de suivi montre une situation préoccupante, particulièrement sur les oiseaux spécialisés des milieux agricoles, mais aussi sur les oiseaux des milieux forestiers, les oiseaux des milieux bâtis. Seuls les oiseaux généralistes qui vont s'adapter à différents types de milieux sont en légère hausse. Là, ça aussi, ça nous renseigne sur la perte d'habitat, la dégradation de la qualité des habitats. Par exemple, euh, les espaces agricoles périvillageois qui disparaissent parce qu'ils sont grignotés, par exemple pour du lotissement. Ça peut être aussi de la dégradation de la qualité des milieux, la perte de ressources alimentaires,
la perte de sites de nidification, ça peut être la perte de cavité, par exemple, lors du ravalement des façades, voilà, qui ne permettent plus à des espèces comme les martinets de nicher. On avait vu également, du calcul de l'indice région vivante, un certain nombre d'éléments. On voyait que la tendance d'évolution des espèces de vertébrés suivies en région entre 2000 et 2021 était stable, mais on avait 325 espèces dans notre jeu de données. Mais en fait, quand on regardait la tendance d'évolution espèce par espèce, on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'espèces dont les effectifs augmentaient, c'est plutôt une bonne nouvelle, que d'espèces dont les effectifs déclinaient. Donc là aussi, c'est un signal d'alerte. Ensuite, on peut regarder ce qui se passe en mer, au niveau des herbiers de Posidonie. Avec une bonne nouvelle, c'est la diminution de la pression de mouillage sur les herbiers de Posidonie entre 2020 et 2024. Alors, l'herbier de Posidonie, c'est vraiment un écosystème majeur de la Méditerranée qui nous rend tout un panel de services. Ces herbiers, ils étaient lourdement impactés par les ancres des bateaux qui causaient des gros dommages physiques. Il y avait des secteurs sur le littoral régional d'herbiers qui avaient vraiment perdu de la surface. Et depuis, il y a eu une évolution de la réglementation qui interdit le moulage des bateaux de plus de 42 mètres sur les herbiers. Et cette réglementation, elle a été déclinée à l'échelle locale en 11 arrêtés locaux, avec également la mise en place de 14 zones de mouillage et d'équipement léger en 2024 sur le littoral régional. Donc, ces éléments conjugués à une sensibilisation des usagers avec des campagnes éco-gestes, il y a eu aussi le développement de l'utilisation d'une application mobile qui permet pour les usagers de disposer de cartes marines très précises. Tous ces efforts, voilà, conjugués, ils ont permis, voilà, de diminuer la pression de mouillage affectant nos herbiers de Posidonie. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur, si ça veut bien défiler, voilà. Quelles réponses maintenant sont mises en œuvre face aux pressions qui s'exercent sur la biodiversité? On a par exemple différents types d'outils, comme les aires protégées, les plans d'action. C'est aussi la mise en œuvre d'usages plus durables. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par les aires protégées. Alors, je vais faire un petit point euh, pédagogique. Une aire protégée, c'est quoi? Alors, une aire protégée, c'est un espace géographique qui est défini, qui est reconnu, qui est géré dans une perspective de conservation de la nature sur le long terme. Une zone de protection forte, on va en parler, c'est un espace de nature sur lequel les pressions engendrées par les activités humaines sont stoppées ou fortement limitées euh, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation spécifique avec un contrôle des activités. Voilà pour le point pédagogique. Alors, sur les aires protégées terrestres, en région, la couverture régionale en aires protégées terrestres, elle est de 60,4%, dont 6,8% de zones en protection forte en 2025. En fait, les aires protégées terrestres, elles ont progressé en région, en nombre et un petit peu en surface. Depuis 2021, il y a 14 aires protégées qui ont été créées ou agrandies, dont 13 zones de protection forte. Et puis là, très récemment, on a une neuvième réserve naturelle régionale qui vient d'être créée, là, début 2026, la réserve naturelle régionale Hermitage-Escampo. Donc, il y a vraiment une dynamique positive dans la création, enfin, sur les aires protégées terrestres, qui montre un peu vraiment l'engagement hein, des acteurs régionaux, de l'État dans la préservation du patrimoine naturel régional. Vous avez à l'écran l'évolution en surface des zones de protection fortes au fil du temps. Alors attention, toutes les ZPF n'apparaissent pas, sinon ce serait illisible. Mais voilà, on observe la progression. Alors, vous constaterez qu'il y a des paliers. En fait, c'est lié au fait
que d'une zone de protection forte à l'autre. On n'est pas du tout sur les mêmes surfaces. Par exemple, entre un cœur de parc national ou une réserve nationale et un un arrêté de protection de biotope, par exemple. Sur les aires marines, on a 52% d'aires marines protégées sur la façade littorale régionale et 28 zones de protection forte en 2025 sur notre littoral. Donc on distingue voilà, des aires marines qui peuvent être strictement marines, mais aussi des sites mixtes avec une partie terrestre et une partie marine. Là, dans nos calculs, pour ces sites mixtes, on a pris en compte que la partie marine. Et puis, comme pour les aires protégées terrestres, hein, on distingue différents types de protection, de gestion et de gouvernance. Moins de 1% de zones de protection forte, c'est pas beaucoup. L'objectif national, dans le cadre de la stratégie nationale des aires protégées, pour la façade Méditerranée, c'est 5%. Donc, il y a un réseau de zones de protection forte qui reste à développer et aussi à doter de moyens pour la mise en œuvre de l'animation, du contrôle, de la gestion pour vraiment une protection effective des enjeux écologiques en mer. Il y a d'autres outils qui existent, notamment sur les milieux aquatiques, des outils à portée réglementaire comme les SAGE, les schémas d'aménagement et gestion des eaux, qui permettent entre autres de préserver les écosystèmes aquatiques, les zones humides. On en a 12 qui concernent le territoire régional, avec un SAGE qui est en cours de mise en place là, sur un territoire des Bouches-du-Rhône. Et on a aussi d'autres outils plutôt d'initiative locale, les contrats de milieu, les contrats eau et climat, qui permettent aussi de préserver les écosystèmes aquatiques, voilà, de restaurer des zones humides, voire de recréer des réseaux de mares. Sur les plans d'action, ça ne veut pas passer comme ça. Sur les plans d'action, en faveur d'espèces et d'habitats menacés, on a 31 plans d'action qui concernent le territoire régional. Vous avez la répartition par grand groupe, on va dire, oiseaux, mammifères. On a par exemple 13 plans d'action. Alors, c'est des plans nationaux d'action ou leur déclinaison régionale, hein. Donc, je disais 13 plans d'action qui concernent les oiseaux, avec un dernier qui est arrivé récemment et qui concerne les pie-grièches. Je rappelle qu'un plan d'action, c'est un outil qui permet de réunir les acteurs et les experts qui vont être concernés par la conservation d'une espèce ou d'un habitat menacé et qui vont définir ensemble une stratégie concertée avec un plan d'action coordonné. Et ça marche. Voilà, vous avez l'exemple d'une espèce PNA, c'est l'aigle de Bonny, qui fait l'objet d'un quatrième plan d'action. En plus, ce rapace méditerranéen, on a une responsabilité régionale dans sa conservation, hein. En 2025, sur 51 couples nicheurs en France, 27 sont présents sur le territoire régional. On voit bien à l'écran une hausse hein, progressive des effectifs à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, impact positif donc, de ces plans d'action. On avait montré ça aussi dans les travaux qu'on avait menés dans le cadre de l'indice Région Vivante, où dans notre jeu de données, on avait 37 espèces qui bénéficiaient d'un plan d'action ou qui avaient bénéficié d'un plan d'action. Et on voyait bien en fait l'impact positif de ces plans d'action globalement dans la restauration des effectifs de ces espèces. C'est la courbe verte, hein, vraiment un effet significatif. Ça ne veut pas passer. Hop. Sur les usages favorables, euh, on reste la première région bio de France, avec un peu moins de 35% de la surface agricole utile
en bio en 2023. À l'échelle nationale, c'est à peu près 10%, hein. Donc on voit bien à l'écran une progression, hein, année après année, des surfaces cultivées en bio et des surfaces en conversion. Euh, c'est aussi une progression de l'engagement dans la lutte contre les pollutions plastiques. On a 366 signataires de la régionale, j'arrive pas, zéro déchet plastique et du dispositif plage sans déchets plastiques en 2025. Ce qu'on observe depuis 2019, hein, c'est une progression en continu des acteurs dans ces deux dispositifs qui leur permettent de structurer leurs actions autour de trois grands objectifs, hein, sensibiliser, prévenir, prévenir l'usage des plastiques et gérer les déchets plastiques produits avec la mise en œuvre d'actions comme par exemple la suppression des plastiques à usage unique. Euh, Ensuite, ce qu'on a observé aussi, c'est un engagement aussi dans on l'a vu un petit peu tout à l'heure, hein, dans la réduction de l'éclairage nocturne de la part des collectivités. On avait mené une enquête il y a un an qui avait montré que sur un panel de 366 communes interrogées, 78% d'entre elles pratiquent l'extinction en cœur de nuit. Et il y a des retours, déjà des premiers résultats qui montrent un impact positif hein, de cette extinction, avec un retour, le retour d'espèces de chauves-souris lucifuges, donc qui fuient la lumière, dans les secteurs qui ont été éteints. Donc ça, c'est un premier état des lieux hein, qui est partiel. Toutes les communes n'ont pas été enquêtées et qui reste aussi à actualiser puisque potentiellement certaines communes ont pu revenir en arrière aussi et rallumer la nuit. Euh, Il y a un préalable indispensable pour pouvoir agir sur la biodiversité, mettre en place des actions, des politiques pertinentes, c'est la connaissance. La connaissance de la biodiversité. Là, on a eu vraiment aussi, depuis de nombreuses années, une progression en continu de l'acquisition des connaissances sur la biodiversité en région, avec une diversité des acteurs engagés, des acteurs associatifs, des acteurs publics, des acteurs privés, des bénévoles. Et c'est aussi le partage et la valorisation de ces connaissances, c'est même indispensable. Donc on a des outils qui sont disponibles, particulièrement la plateforme régionale Silène, qui en 2025 capitalise, réunit plus de 14 millions d'observations naturalistes. On a également l'inventaire des SNIEF, la plateforme régionale sur les zones humides, hein, qui permet de mutualiser les connaissances sur les zones humides en région, la plateforme Metrix, qui permet d'accéder aux données de suivi sur les eaux côtières, sur les écosystèmes de Méditerranée, la plateforme InvMed sur les espèces végétales exotiques envahissantes, et bientôt, d'ici la fin de l'année, la plateforme sur les espèces animales exotiques envahissantes sur le site de la RBE, qui permettra d'accéder à des fiches espèces, mais aussi à des retours d'expérience. Et puis, c'est aussi voilà, l'engagement des collectivités dans le dispositif Atlas de la biodiversité communale, hein. On a 246 communes qui sont concernées par au moins un ABC en 2024, donc un dispositif qui permet notamment d'acquérir des connaissances, mais c'est aussi un outil de sensibilisation et aussi un outil d'aide à la décision pour les collectivités dans le cadre de la planification ou de l'aménagement sur leur territoire. Euh, Ce que je pouvais vous dire, voilà, en synthèse, très brièvement, c'est que notre patrimoine naturel régional exceptionnel, il reste sous pression. Il y a quand même des signaux forts qui se dégagent. Il y a aussi des bonnes nouvelles quand des mesures fortes sont mises en place. Et il met aussi en évidence une progression aussi de l'engagement des acteurs. On l'a vu au travers des aires protégées, la déclinaison de stratégies, l'engagement dans la lutte contre contre les pollutions plastiques, par exemple.
Pour finir, je vous rappelle que préserver la biodiversité, ça a une valeur en soi, ça a une valeur intrinsèque. Chaque espèce, elle est unique, irremplaçable, elle tient un rôle dans son écosystème. Parfois, ce rôle, on ne le connaît pas trop, mais toute perte, elle peut être irréversible, avoir des conséquences sur d'autres espèces et perturber le fonctionnement des écosystèmes. Et préserver la biodiversité, c'est aussi, c'est pas un sujet annexe. Quand on voit tous les services qu'elle nous rend, vous avez quelques exemples à l'écran, hein. C'est vraiment un élément structurant pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre cadre de vie, pour notre économie, pour la résilience de notre territoire également. Et puis s'il fallait illustrer avec un dernier chiffre, alors plutôt à l'échelle nationale, voilà, il y a plus de 72% des plantes cultivées en France pour notre alimentation qui dépendent de l'action des insectes pollinisateurs. Voilà, j'en resterai là pour cette présentation synthétique qui, j'espère, n'aura pas été trop longue. Non, ça va. Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que d'autres informations aussi dans la dernière publication de la RBE dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité qui s'appelle Regard sur la nature de Provence-Alpes-Côte d'Azur édition 2025. C'est voilà, un document qui fait 36 pages, qui est déjà disponible en téléchargement sur notre site internet. Pauline va vous mettre le lien dans le chat. Je vous invite aussi à regarder nos autres publications, les fiches indicateurs, la brochure connaissance aussi qu'on a fait en lien avec le CEN, la LPO et les conservatoires botaniques. Je vous remercie de votre attention et voilà, il nous reste un petit peu de temps pour passer à vos questions. Merci beaucoup, Corinne. Donc, effectivement, on a eu quelques petites questions dans le chat. Donc, je te propose de revenir sur la thématique de la pollution lumineuse. Donc, on nous a demandé comment alerter les élus qui éclairent les stades ou les pistes d'atterrissage face à cette thématique de la pollution lumineuse. Comment les aller? Alors, pour le premier, c'est pour les stades. Les stades Euh, et les pistes d'atterrissage. alors, les pistes d'atterrissage, c'est pour les avions, ça. Alors, je n'ai aucune qualification dans le domaine aéronautique, donc je ne saurais répondre. Il me semble qu'il y a des questions de sécurité en lien avec l'aéronautique, donc ça me paraît compliqué de pouvoir éteindre des pistes d'atterrissage qui ne sont pas éclairées, sinon un avion ne peut pas se poser, il me semble. Euh, concernant les stades, oui, c'est un sujet qui est assez récurrent. Il faudrait pouvoir essayer de discuter avec les élus municipaux, ne serait-ce que déjà pour essayer d'intervenir sur, à minima, sur l'orientation de l'éclairage et sur aussi sur la lumière utilisée, qu'elle soit peut-être la moins blanche possible et la plus ambrée possible hein, sur la couleur de lumière, c'est ce qui impacte moins globalement les espèces. Merci. Sur cette même thématique, on me demande s'il est possible d'avoir le détail des retours sur les gains liés à enfin sur les gains que provoque cette baisse de pollution lumineuse. Est-ce Sur que les vous... gains pour les espèces, en fait, c'est ça? Oui, Ouais. Alors, moi, ce que j'évoquais, c'est une étude qui a été réalisée sur des communes des Alpes-Maritimes avec des suivis avant et après extinction, particulièrement sur les chiroptères. Alors, ces résultats, ils avaient été présentés dans le cadre d'un webinaire qu'on avait organisé. Il me semble que c'était l'année dernière, en 2025 ou en 2024. En tout cas, il est encore accessible sur notre site internet. Il y avait vraiment la présentation très précise de ces résultats sur le retour d'espèces lucifuges de chauves-souris dans les secteurs qui avaient été éteints.
C'était une étude qui avait été faite dans le cadre de la métropole Nice-Côte d'Azur en lien avec le bureau d'études Azélia Écologie, il me semble. Je vois qu'on nous a posé différentes questions sur de multiples sujets. Donc, je vois qu'il reste encore des questions sur la pollution lumineuse, mais au vu du temps imparti, je propose de parler maintenant un peu plus des espèces exotiques envahissantes. Donc, sur la partie animale, on nous demande si dans les listes, le frelon asiatique, le moustique tigre et la perruche à ont été prises en compte. Tu veux peut-être répondre, Pauline, puisque comme tu es notre experte voilà, qui est en charge de la stratégie UAE, je pense que tu pourras encore mieux répondre. Oui. Donc, juste pour répondre à cette question, avec Corinne, nous avons fait un indicateur sur les espèces animales exotiques envahissantes. N'hésitez pas à le consulter. Et donc, pour répondre à cette question, donc, le frelon asiatique a bien été pris en compte de par le fait de son impact économique en apiculture. On a aussi le moustique tigre, gros impact sur la santé humaine qui a été pris en compte, et la perruche à collier aussi, même si là, les discussions restent sur l'impact avéré de l'espèce sur la biodiversité. On a eu également d'autres questions sur les espèces exotiques auxquelles je pourrais répondre également. Est-il envisagé d'interdire la vente d'espèces végétales exotiques envahissantes en jardinerie? C'est déjà le cas pour certaines espèces végétales et aussi animales dans la réglementation. Aujourd'hui, il y a des discussions à l'échelle européenne très fréquemment pour savoir quelles espèces il faut interdire, de quelles espèces il ne faut pas. Aujourd'hui, par exemple, le mimosa, qui est considéré comme une espèce exotique envahissante, n'est pas interdit d'introduction. Donc, il faut vraiment se référer au texte de loi sur ces espèces-là pour vraiment voir au cas par cas ces espèces. On a une question aussi sur tout ce qui était la radiofréquence et l'électromagnétisme. Est-ce que on a montré un impact sur la nature et la biodiversité? Et est-ce qu'on en parle suffisamment pour que ça soit étudié ou pris en compte? Alors nous, on l'a pas étudié hein, dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité. On a encore moins d'indicateurs à ce sujet. Donc j'ai pas. Après, je vois, c'est pas forcément des éléments qu'on a évoqués dans le cadre voilà, de réunions avec des partenaires pour le moment. Donc j'ai pas d'informations à fournir à ce sujet. Alors, concernant les questions, on a encore des questions. On a eu une question sur les aires marines. Jusqu'à quelle distance des côtes on peut en trouver? Alors, j'espère être fidèle au Ah, rapport ah, de la question. alors en fait, moi déjà, il me semble que j'ai pas dû le définir, mais je parlais des eaux, quand je faisais les proportions, c'était les eaux sous souveraineté, donc c'est jusqu'à 12 000 marins. Et après, on a la zone économique exclusive, où il me semble, enfin il y a une partie, ça va être jusqu'à 24 km en mer, et il me semble qu'on peut encore avoir des aires protégées vraiment dans ce cadre-là puisqu'il y a encore, on n'est pas dans les eaux internationales du coup encore. Alors, je cherche les différentes questions qui ont été posées dans le chat. Pour info, Corinne, on souligne la qualité de ta présentation. Donc, encore merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Au niveau des questions qu'on peut poser, je peux te rapporter celle-ci. Donc, comment pouvez-vous aider par rapport à des projets d'aménagement hautement destructeurs de la biodiversité, parcs photovoltaïques, destruction de réputines, zone d'activité en expansion, en expansion. J'ai pas compris le début, comment? Comment pouvez-vous aider? Donc, je suppose que c'est nous, à titre de la RBE peut-être, par rapport au projet d'aménagement hautement destructeur de la biodiversité. Les parcs photovoltaïques, la destruction de répicilles, zone d'activité en expansion. Alors sur l'idée c'est de pouvoir essayer bah voilà de montrer les enjeux, les impacts, de sensibiliser. Après spécifiquement au niveau des cours d'eau,
tout ce qui est impactant sur les cours d'eau, c'est se rapprocher aussi des gestionnaires de milieux aquatiques. Nous, on anime un réseau régional de gestionnaires de milieux aquatiques, donc faire remonter aussi s'il y a des problématiques dans ce cadre-là auprès du réseau des gestionnaires de milieux aquatiques qu'on anime. Euh, Après, voilà, sur des gros projets, à part sensibiliser ou faire passer des messages acculturés, on n'est pas une structure qui va instruire des dossiers. Merci Corinne. Peut-être je peux te poser une dernière question avant de clôturer le webinaire. Je gère pas le temps, donc je te laisse le gérer. Alors, donc on a une question sur les PNA pour savoir quelles sont les espèces qui sont concernées par les PNA et qui les coordonne et où trouver cette info. Alors les PNA, je vais peut-être pas tout. Quelles espèces PNA en fait, hein, c'est ça, hein. Oui, il me Donc, semble. je vais peut-être pas tous les citer, mais il y a l'aigle de Bonny, qui est une espèce PNA, par exemple. Le sonneur à ventre jaune, c'est un amphibien. La tortue d'Hermann, j'ai évoqué les pie-grièches. Donc, c'est des oiseaux, il y a plusieurs espèces. La pie-grièche méridionale, la pie-grièche à tête rousse, etc. Il y a la tortue d'Hermann, je sais plus si je l'ai dit. Il y a un plan régional d'action aussi sur les chiroptères en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est une déclinaison d'un plan national qui est adapté aux espèces de chiroptères présentes en région. Il y a l'apron du Rhône, un poisson qui fait partie, qui est une espèce PNA. Et pour trouver toutes ces informations, vous avez certains éléments qui vont être présents sur le site internet de la DREAL, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les PNA où elle intervient en tant que, je ne sais plus si on dit animateur, parce il y a des plans d'action qui peuvent être portés par des DREAL, mais qui ne sont pas Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Ça peut être Occitanie ou autre. Et après, ils peuvent être mis en œuvre par, bah voilà, pour le plan régional Chiroptère, c'est le groupe Chiroptère de Provence. Pour d'autres, ça va être le Conservatoire d'espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux, les conservatoires botaniques nationaux alpins, méditerranéens. Voilà, ça, en lien également avec d'autres acteurs, mais qui vont on va dire, à la manette pour le pilotage. Très bien. Bah, on a dépassé l'heure, peut-être conclure. Ouais. Moi, ce que je fais dans le chat, c'est que je vous remets le lien pour pouvoir télécharger la publication Regard sur la nature. Donc comme ça, vous l'avez. Et je vous dis merci beaucoup. Eh bien, pareil, hein, je vous merci pour votre présence. Peut-être à bientôt et bonne bonne journée, bon après-midi et merci pour votre présence. À bientôt.